최후의 승리를 향하여 앞으로. Une nouvelle bombe atomique, toutes les 6 semaines. Click, click, click. 적들이 원자탄으로 우리를 위협 공갈하던 시대는 영원히 지나갔습니다. Dire j'ai la bombe H, ça veut dire j'ai désormais la capacité de procéder à des destructions massives sur un pays adverse. Il y a une seule personne dans le monde actuel qui soit plus imprévisible que Kim Jong-un. C'est Donald Trump. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Enfant, je pensais que les Américains étaient des loups, des animaux qui prennent l'apparence d'êtres humains. Kim Jong-un est le portrait craché de son grand-père. Il a une grande volonté, il est déterminé et il a beaucoup d'ego. La mafia italienne n'a jamais atteint le degré de sophistication, la taille et l'envergure mondiale du crime organisé nord-coréen. On ne sait plus quoi faire avec la Corée du Nord. On a tout essayé. C'est bientôt le moment de vérité. Nous sommes à Vienne, au centre de surveillance nucléaire des Nations Unies. Cette nuit-là, les experts sont réveillés par une alerte sismique. Notre système de surveillance a été mis en alerte par un événement sismique dans la péninsule coréenne. Donc, on a un traitement automatique qui nous dit tout de suite s'il s'agit d'un tremblement de terre ou s'il y a la possibilité que ce soit une explosion. On sait immédiatement, en fonction de la forme du signal, qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, mais qu'il s'agit d'un essai nucléaire. Les coordonnées pointent cette zone montagneuse, en Corée du Nord. Plus de doute possible, le pays a déjà testé 5 bombes atomiques sur ce site au cours des 10 dernières années. C'est le seul pays qui fasse encore des essais nucléaires, puisque cela fait maintenant 20 ans que les autres pays ont arrêté leurs essais. Et la Corée du Nord ne s'en cache pas, bien au contraire. Quelques heures après l'explosion, la télévision d'État interrompt ses programmes pour une annonce officielle. 조선노동당의 전략적 핵무력 건설 부상에 따라 우리의 핵과학자들은 9월 3일 12시 수소탄 시험을 성공적으로 단행하였다. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, est ravi. Il vient de tester une bombe H, 16 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Dire j'ai la bombe H, ça veut dire deux choses. D'abord, j'ai désormais la capacité de procéder à des destructions massives sur un pays adverse. La deuxième chose, c'est tout simplement de dire j'ai la capacité de faire quelque chose que seuls les grands pays jusqu'à présent avaient réussi à faire.
C'est de la technologie très avancée. Si vous l'avez, vous faites partie du club. Si vous ne l'avez pas, on vous méprise. Kim Jong-un attend maintenant les réactions de la communauté internationale. Wir über weitere Sanktionen von europäischer Seite gegenüber Nordkorea beraten werden. Das ist auch dringend erforderlich. Military action would certainly be an option. Is it inevitable? Nothing's inevitable. Hopefully we're not going to have to use it on North Korea. If we do use it on North Korea, it will be a very sad day for North Korea. We're going to see what it... Le leader nord-coréen est dans le collimateur des grandes puissances. Et c'est ce qu'il espérait, être pris au sérieux, particulièrement par les États-Unis. Ce que veulent les Nord-Coréens, c'est que les États-Unis se sentent menacés. Et ils en rajoutent, en donnant au monde extérieur, et spécialement aux Américains, l'impression qu'ils sont fous. À 33 ans, Kim Jong-un est le chef sans limite du régime totalitaire nord-coréen. Quelques mois plus tôt, il commémorait le 105e anniversaire de son grand-père, le défunt Kim Il-sung, fondateur du régime en 1948. C'est lui qui a lancé la Corée du Nord dans la course au nucléaire dans les années 60. Aujourd'hui, c'est donc son petit-fils qui est au cœur de toutes les inquiétudes. On se demande s'il a vraiment la tête sur les épaules. Il est très émotionnel, voire colérique. Il lui arrive de faire passer son ego avant la raison. C'est pour cela qu'il est peut-être plus dangereux que son père ou son grand-père. Kim Jong-un est incontrôlable. Il veut montrer sa puissance au monde entier. C'est un risque pour tous les pays. Ces menaces, Kim Jong-un aime les mettre en scène. Le lendemain du défilé militaire, il organise un spectacle grandiloquent à la gloire de l'armée. C'était la stratégie de Nixon. Si les Russes pensaient que les Américains étaient fous, ils allaient faire plus attention. C'est ce que font les Nord-Coréens, mais en beaucoup plus musclé. Le leader nord-coréen a même été jusqu'à reproduire en images de synthèse l'explosion d'un missile nucléaire sur une ville américaine. Le message n'a jamais été aussi explicite et personne ne sait jusqu'à quel point il doit être pris au sérieux. La Corée du Nord est un immense trou noir pour le renseignement américain. Les décisions prises par le régime sont souvent indéchiffrables. L'absence d'informations en temps réel sur les intentions stratégiques du dirigeant nord-coréen est un problème énorme pour nous. C'est une situation à laquelle aucun président américain n'a encore été confronté. Face aux provocations nucléaires de Kim Jong-un, la communauté internationale semble paralysée. Mais comment un si petit pays coupé du monde a-t-il pu se doter de l'arme atomique?
Pour comprendre, il faut remonter 70 ans en arrière, à l'époque où a été fondée la dictature nord-coréenne. Car Kim Jong-un, vous allez le voir, n'est que l'héritier d'un système. Tout commence en 1948. Durant la Seconde Guerre mondiale, Américains et Soviétiques ont libéré la Corée des Japonais. Ils veulent à présent se partager la gestion du pays. Le Sud pour les Américains et le Nord pour les Soviétiques, avec une frontière arbitraire qui sépare la péninsule en deux, le 38e parallèle. En Corée du Nord, Staline cherche à mettre en place un leader qui saura défendre les intérêts soviétiques et il pense avoir trouvé le candidat idéal, un certain Kim Il-sung. En septembre 1948, les premières élections législatives sont organisées dans la nouvelle République populaire de Corée. Ce jour-là, c'est l'avènement d'un homme, le nouveau Premier ministre, un certain Kim Il-sung. Il a à peine 36 ans. On découvre quelqu'un de très jeune, grande surprise, dans un pays encore très traditionnel où l'âge fait tout. Beaucoup s'interrogent, est-ce vraiment possible d'avoir comme dirigeant quelqu'un d'aussi jeune ? Les autres dirigeants communistes du pays ne le respectent pas vraiment, car il manque d'expérience diplomatique et politique. C'est pourtant lui que Staline cherche à installer au pouvoir en Corée du Nord, car il a depuis longtemps prouvé sa bravoure et sa fidélité envers le pouvoir soviétique. Il avait fait partie d'une unité militaire soviétique pendant quelques années sur le sol russe. Ses enfants étaient nés en URSS. Les Russes le connaissaient bien et avaient confiance en lui. Staline préférait quelqu'un de jeune qu'on pouvait manipuler. Il était persuadé qu'il arriverait à parfaitement manipuler Kim Il-sung et que, somme toute, ça serait une sorte de sous-préfet de l'Union soviétique en Corée du Nord. Mais Staline se trompe. Kim Il-sung n'est pas le pantin qu'il pense avoir mis au pouvoir. Au contraire, c'est un homme qui a beaucoup d'ambition. Avec les Russes, Kim Il-sung est très subtil, il est très respectueux, l'élève parfait, et il joue, je dirais, le profil bas pendant 2 ou 3 ans. Mais il veut le pouvoir absolu là où il est, et il veut le pouvoir dans toute la péninsule pour établir définitivement sa domination. Kim Il-sung a un rêve secret, régner sur une Corée réunifiée. Mais pour cela, il a besoin du soutien des Soviétiques. En mars 1950, Kim Il-sung est en visite officielle à Moscou. Staline l'invite à dîner en tête-à-tête dans sa datcha. Kim Il-sung va en profiter pour lui dévoiler ses projets. Son rêve, c'est de déstabiliser le Sud pour que le régime s'effondre. Donc la seule solution, c'est la guerre, c'est-à-dire d'envahir le Sud, qui, lui, il en est persuadé, s'effondrera comme un château de cartes. Ce que veut Kim Il-sung, c'est une aide logistique, acheter des armes s'il le faut, un appui financier aussi, et puis c'est un aval politique. Le leader coréen est convaincant. Mais Staline hésite. Attaquer la Corée du Sud, c'est aussi attaquer les États-Unis. En pleine guerre froide, c'est prendre beaucoup trop de risques. Staline, ce dont il voulait être sûr, c'est qu'il n'y ait pas de glissement stratégique, c'est-à-dire nucléaire. Au fond, une guerre traditionnelle, pourquoi pas? Il ne faudrait pas qu'elle dégénère en affrontement de bloc à bloc avec l'arme atomique. C'est ça qui n'est pas possible. Staline reste prudent. Il accepte d'aider Kim Il-sung dans sa conquête du Sud, mais il fournira seulement du matériel. Aucun soldat soviétique ne viendra renforcer les troupes nord-coréennes. Trois mois plus tard, 200 000 soldats nord-coréens traversent le 38e parallèle. Ils envahissent la Corée du Sud. L'offensive est fulgurante, mais elle va être stoppée net.
Ce que Kim Il-sung n'a pas du tout compris, c'est que la Corée était le petit protégé des États-Unis aux Nations Unies. Ils avaient un engagement envers la Corée du Sud. Non pas un traité de sécurité, mais au moins un engagement politique. Les États-Unis ont rapidement compris que cette guerre dépassait une simple guerre locale et qu'elle devenait, il faut bien le dire, une guerre entre les deux blocs. Dès le début de l'offensive, l'armée américaine est aux côtés des forces sud-coréennes. Les troupes de Kim Il-sung ne font pas le poids face à la puissance de frappe de l'US Air Force. Les Américains les repoussent et ils entrent même en Corée du Nord. Kim Il-sung n'était pas préparé à une guerre contre les Américains. Quand l'US Air Force est entré en scène, il n'avait aucune chance. Mais le leader nord-coréen a encore une carte à jouer. Son puissant voisin chinois n'apprécie guère cette intrusion de l'armée américaine. La Chine entre alors dans le conflit. Les Chinois sont intervenus quand les Américains commençaient à être très proches de leurs frontières. Là, on voit arriver des centaines de milliers de volontaires chinois, c'est-à-dire en fait des soldats déguisés, qui repoussent progressivement les Américains. L'intervention chinoise déclenche la panique du côté de Washington, qui intensifie les frappes. Un déluge de feu s'abat sur la Corée du Nord. Les destructions en Corée du Nord ont été abominables. Ce sont des civils, des villages entiers qui ont été détruits par les tonnes de napalm qui ont été versées par l'armée américaine. En Corée, les Américains ont utilisé la même stratégie de bombardement massif que durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont bombardé tout ce qu'ils pouvaient. Cela a engendré un traumatisme psychologique très profond. À l'issue de cette guerre qui aura duré 3 ans, la Corée du Nord est anéantie. 3 millions de morts, une frontière qui n'a pas bougé et aucun traité de paix n'a été signé. La tentative d'invasion lancée par Kim Il-sung a échoué. A priori, on pourrait considérer que Kim Il-sung, au fond, a perdu. Ben, pas du tout. Pour lui, c'est pas une guerre qui est finie, c'est une guerre qui continue. Pour le moment, c'est la trêve, mais je continue. Et un jour, je vais gagner. Car ses rêves de grandeur sont toujours là. Faute de pouvoir régner sur une Corée réunifiée, c'est sur la Corée du Nord dévastée qu'il va poser les bases d'une dictature. Cette défaite va devenir sa force. Grâce à la guerre de Corée, il a pris le pouvoir absolu. C'est ça, la victoire de Kim Il-sung. Dès la fin des années 50, depuis Pyongyang, le leader nationaliste installe un pouvoir totalitaire. Le pays tout entier est en état de mobilisation permanente. Et la paranoïa s'installe. Tous les opposants qui pourraient faire de l'ombre au régime doivent être éliminés. Le parti se lance dans une purge extraordinairement violente de tous ceux qui sont suspects et ça devient presque une loi d'État. On estime quand même que c'est près d'un demi-million de personnes qui disparaissent. Pour s'octroyer un pouvoir absolu, Kim Il-sung crée un État militaire. Il installe plusieurs polices politiques et propulse l'armée au premier plan. En parallèle, une puissante machine de propagande est mise en place. La guerre a engendré des peurs. Le régime va les utiliser. Les Américains qui ont ravagé le pays sont présentés au peuple comme les pires ennemis. On nous a enseigné cette haine depuis que nous sommes petits. Dès l'enfance, les Nord-Coréens apprennent que les Américains sont des envahisseurs. Ils sont décrits dans les manuels comme des barbares qui massacrent les civils innocents. Enfant, je pensais que les Américains étaient des loups, des animaux qui prennent l'apparence d'êtres humains. Mais la guerre a nourri d'autres ressentiments. Kim Il-sung n'a pas oublié le manque de soutien des Soviétiques.
En apparence, Kim Il-sung assure aux Soviétiques qu'il est toujours un bon ami. Mais en coulisses, il fait tout pour accroître son indépendance. Pour prendre ses distances vis-à-vis de Moscou, il invente une nouvelle forme de communisme aux couleurs coréennes, le Juche. Le terme Juche veut dire simplement être indépendant, avoir une sorte de caractère qui permet d'avancer tout seul. Donc c'est un terme relié à cette idée de la nation coréenne indépendante du reste du monde. Un jour, dans une réunion, c'est ce qu'il a expliqué aux membres du parti. Les pro-soviétiques veulent que l'on copie le modèle soviétique, les pro-chinois veulent imiter la Chine. Eh bien, non. Nous devons bâtir notre révolution et notre pays à notre manière. Une Corée du Nord autonome et émancipée, le programme est ambitieux. Mais le dictateur a encore besoin de ses alliés soviétiques. Depuis la guerre, l'armée américaine a laissé plusieurs dizaines de milliers de soldats sur ses bases en Corée du Sud. Washington accroît sa présence dissuasive en y déployant des missiles à courte portée équipés de têtes nucléaires. En 1965, on compte près de 750 ogives en Corée du Sud, toutes orientées vers le nord. Les Américains installent tout ce qui leur permet de faire en sorte de se prémunir contre une quelconque tentative d'invasion réelle du Nord. Les Américains considéraient et annonçaient officiellement que la Corée du Sud était protégée par le parapluie nucléaire américain. Nous avons clairement menacé d'utiliser des armes nucléaires durant la guerre de Corée. Donc ce n'est pas une menace théorique dans l'esprit des Nord-Coréens. Au moins 2 présidents américains les ont menacés d'une bombe nucléaire, même si aucun d'entre eux n'est passé à l'acte. Kim Il-sung saisit l'occasion pour demander alors à Moscou de lui assurer la même protection. Kim Il-sung a demandé à l'Union soviétique de fournir à la Corée du Nord des missiles de portée et de qualité comparables. Mais les Russes ont refusé. Évidemment, ils craignaient de lui fournir des armes sophistiquées qu'il pourrait utiliser de mauvaise façon et pour de mauvaises raisons. Une fois encore, les Soviétiques déçoivent le dictateur nord-coréen. Kim Il-sung va alors faire de l'arme atomique son obsession. Et puisque personne ne veut lui fournir, il va tenter de la fabriquer lui-même. Il est bien évidemment en colère contre ses alliés soviétiques qui refusent de l'aider dans son projet, et il va donc chercher de lui-même, ou en tout cas avec les moyens de la Corée du Nord, à développer un programme autonome. Quand Kim Il-sung a commencé à concevoir ce programme dans les années 60, il estimait que la prochaine guerre serait une guerre nucléaire. Il a alors ordonné que l'on déplace toutes les bases militaires en sous-sol. Mais son pays n'a aucune expérience dans le nucléaire. Alors pour y pallier, Kim Il-sung sollicite une nouvelle fois Moscou. Il veut obtenir un réacteur nucléaire civil, ce qui serve à produire de l'électricité. Il ne pourra pas fabriquer sa bombe, mais il aura au moins l'accès à la technologie. Les Soviétiques choisissent de leur donner un tout petit réacteur de recherche dans un geste de générosité. Mais c'est très utile pour les Nord-Coréens, car ils peuvent commencer à apprendre les sciences de l'atome. Ce réacteur a été conçu pour la recherche et pour une utilisation exclusivement pacifique. En 1965, la Corée du Nord démarre son programme nucléaire dans le plus grand secret. Mais Kim Il-sung sait déjà qu'il n'en verra jamais l'aboutissement.
À 58 ans, le dictateur tout-puissant s'inquiète d'une tumeur apparue dans son cou. Pour assurer la continuité de son projet nucléaire, il doit commencer à préparer sa succession. Pour Kim Il-sung se pose le problème de la continuité de son régime. Dès le début, il a songé à une solution monarchique. La seule solution, c'est d'avoir un dirigeant qui, comme celui d'avant, la maintient, voire l'accroît. Pour éviter une guerre interne qui affaiblirait le régime, le patriarche va avoir une idée inédite dans le monde communiste. Pyongyang est devenu une cour, tout le monde rêve du pouvoir, n'importe qui peut le prendre à la limite, pourvu qu'il y parvienne. Donc quand tous les alliés sont des dangers potentiels, quand tout le monde peut éventuellement le trahir, il n'y a que dans sa famille qu'il peut trouver quelqu'un. Depuis toujours, Kim Il-sung a une grande fidélité envers sa famille. À la différence des autres leaders communistes, il ne fait confiance qu'à sa famille. Kim Il-sung a 3 fils. L'un d'entre eux se verra donc confier les rênes du pays. La logique voudrait que ce soit l'aîné, Kim Jong-il. Mais le patriarche a du mal à voir en lui son successeur. Contrairement à son père, qui est glorieux, qui porte beau, qui est toujours en costume et en cravate, d'ailleurs, lui, toujours en espèce en bleu de chauffe. Il est petit, mal habillé. Kim Il-sung le trouve moche, il ne l'aime pas beaucoup, il le trouve trop flatteur, flagorneur. Il ne lui fait pas totalement confiance, il s'en méfie. Le vieux dictateur désapprouve surtout les frasques de son aîné. Tout le palais ne parle que de ça. C'était des soirées arrosées avec beaucoup de jeunes femmes très dénudées, une vie typique de prince de monarchie absolue. Mais à 28 ans, Kim Jong-il rêve de succéder à son père. Alors il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner sa confiance. Kim Jong-il est toujours derrière son père. Il lui lasse lui-même ses chaussures, il lui lave les pieds, il lui sert à manger, il lui coupe sa viande. Et ça, les Coréens trouvent ça très très bien. C'est devenu sa marque de fabrique en quelque sorte, être dans l'ombre de son père pour que ça touche son père. Et sa stratégie ne s'arrête pas là. Kim Jong-il travaille déjà au sein du parti. Il est en charge de la propagande. Il va leur mettre en place un culte à la gloire de son père pour flatter son ego. Le département de la propagande et de l'agitation est l'un des départements les plus puissants, en charge de gérer l'image du leader. Kim Jong-il a pratiqué de manière hystérique le culte du père. Des statues sont partout. Il y a, semble-t-il, 30 000 statues de lui dans tout le pays. Donc un culte de la personnalité infini. Tout est rebaptisé Kim Il-sung. Enfin, le pays devient le pays de Kim Il-sung. On apprend l'enfance de Kim Il-sung à l'école primaire, l'adolescence de Kim Il-sung au collège et au lycée. On grandit avec son passé révolutionnaire. Quand on termine nos études, c'est la fin de cet endoctrinement. À ce moment-là, on ne le considère plus comme un être humain, mais comme un dieu. La première phrase que j'ai appris à écrire, c'était « Merci mon père Kim Il-sung ». Après seulement, j'ai appris à écrire mon nom et celui de mes parents. Et c'était pareil pour tout le monde. Tous les habitants de Corée du Nord pensaient que Kim Il-sung était un dieu qui vivait au-dessus des hommes. Si on appelle Kim Il-sung par son nom propre, on doit mourir. Il faut toujours ajouter un qualificatif devant son nom, comme par exemple « glorieux chef ». Si on dit juste son nom, on est considéré comme un criminel politique. 4 ans plus tard, le plan de Kim Jong-il a porté ses fruits.
Son père, qui a survécu à sa tumeur, vient de le choisir comme successeur. À partir de février 1974, les médias ont commencé à parler de Kim Jong-il en tant que dirigeant du parti. Cela voulait dire que c'était lui, le successeur. Mais on ne savait rien sur lui. Kim Il-sung restera à la tête du pays jusqu'à sa mort. Mais il confie les affaires internes à son fils. À 32 ans, Kim Jong-il doit montrer sa capacité à assurer la continuité du régime. Cette année-là, l'économie nord-coréenne est touchée de plein fouet par le choc pétrolier. Et c'est à lui de trouver une solution. En 6 mois, la Corée du Nord se retrouve presque en faillite. Elle ne peut plus rembourser ses emprunts, elle manque de cash et les banques ne veulent plus lui prêter d'argent. En même temps, Kim Jong-il réalise que s'il veut un jour prendre les rênes du pouvoir, il faut que le régime survive. Sinon, il n'y a aucun avenir pour lui et sa famille. Il prend conscience qu'il est indispensable de trouver du cash au moment où toute l'économie est sur le point d'imploser. Pour renflouer les caisses, Kim Jong-il décide de créer une administration secrète, le Bureau 39. Sa mission, trouver de l'argent, quelle que soit sa provenance. Ils utilisent l'expression « attraper les dollars dans l'air », ce qui veut dire exploiter toutes les solutions possibles pour trouver des devises fortes. Le Bureau 39 contrôlait toutes les exportations, comme la production industrielle, le fret de marchandises et même la production de lingots d'or. Ils géraient tous les commerces les plus lucratifs de Corée du Nord. Et le commerce le plus lucratif pour Kim Jong-il, c'est le trafic de drogue international. Ils étaient très créatifs. Ils se sont lancés dans le crime organisé à grande échelle. C'est très intéressant. Et cela passait principalement par la production et la distribution de drogue dure dans le monde entier. Les Nord-Coréens font des affaires sans se poser trop de questions sur ce qui est licite ou pas. Pour eux, tout est légal. Sur ordre de Kim Jong-il, tous les villages de montagne se lancent dans la culture du pavot, l'ingrédient de base pour produire de l'opium et de l'héroïne. Toute la population est mise à contribution. Vous avez des villes entières dont toute l'économie est basée sur cette production, où les enfants en âge d'aller à l'école sont emmenés dans les champs pour participer à la récolte. Même les soldats sont souvent utilisés comme main-d'œuvre pour aider à produire de l'opium. On appelait ça la ferme des campanules blanches. On y était posté à tour de rôle pendant 3 mois pour la récolte des fleurs de pavot. J'ai vraiment récolté du pavot. C'était une grande ferme de production d'opium. À cette époque, je ne savais pas que la vente d'opium était illégale. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En fait, produire de la drogue, c'est facile. En particulier quand vous contrôlez les forces de police et les autorités étatiques. Ce qui est difficile, c'est de la passer en contrebande à l'étranger, de ramener les gains et de les blanchir. Pour écouler la marchandise et rapatrier l'argent sale, le Bureau 39 coordonne tous les services de l'État qui participent au trafic de drogue.
À cette époque, la manière la plus simple pour distribuer la drogue, c'était d'utiliser le corps diplomatique. Un diplomate a l'immunité, ce qui signifie qu'un gouvernement étranger n'a pas le droit de le fouiller. Cela s'applique aussi à ses bagages. Ces valises sont la propriété de l'État nord-coréen. Petit à petit, dans les années 70-80, le réseau diplomatique nord-coréen est devenu le principal canal utilisé par le régime pour exporter de la drogue à travers le monde et récupérer des devises. Les gains sont difficiles à estimer, mais cela devait tourner autour de 40 millions de dollars tous les 6 mois. S'il existait une université du crime organisé, il y aurait des livres pour expliquer comment le gouvernement nord-coréen procède. Grâce au trafic d'opium et d'héroïne, Kim Jong-il s'enrichit considérablement et permet au régime de survivre à la crise. Mais avant tout, il prépare son accession au pouvoir en achetant les puissantes familles du pays. En 1976, pour le 30e anniversaire du parti, 5000 cadres ont reçu des frigos japonais et des montres de luxe portant la signature de Kim Il-sung. Tout le monde savait que c'était Kim Jong-il qui organisait tout ça. Il était en train de renforcer discrètement son statut. Kim Jong-il a construit son pouvoir aux côtés de son père. Kim Il-sung le laissait faire, en tout cas en partie, car cela devait permettre d'assurer une transition fluide du pouvoir. Au début des années 80, les deux Kim tiennent le pays. Pendant que le fils dirige l'organisation mafieuse, le père poursuit son programme nucléaire secret. En 15 ans, les Nord-Coréens n'ont jamais réussi à fabriquer la bombe à partir du réacteur civil fourni par les Soviétiques. Mais ils viennent de trouver des plans dans les archives britanniques qui devraient leur permettre d'en construire un nouveau, d'un modèle différent. Ces plans étaient en libre accès. Les Nord-Coréens avaient réussi à se procurer tous les paramètres de construction. Les Nord-Coréens ont une très bonne raison de choisir ce type de réacteur, car ils ont de l'uranium naturel. Ils ont d'énormes ressources en uranium. Ils n'ont pas besoin d'importer du combustible de l'étranger. Ce type de réacteur peut être utilisé pour le civil comme pour le militaire. Car si vous retirez le combustible nucléaire et que vous le transformez, alors vous pouvez potentiellement fabriquer une bombe. Cette fois, les Nord-Coréens vont avancer masqués. En 1985, sous pression des Soviétiques, ils acceptent de signer le traité de non-prolifération nucléaire. Mais sur le site de Yongbyon, ils construisent ce nouveau réacteur qui devrait enfin leur permettre d'avoir la bombe. Au début des années 90, l'Union soviétique s'effondre. Le monde bipolaire, hérité de la Seconde Guerre mondiale, disparaît et la Corée du Nord perd son tuteur soviétique. Se sentant isolé sur la scène internationale, Kim Il-sung veut se montrer rassurant sur le plan nucléaire. Il accepte la visite des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique créée par les Nations Unies pour veiller à la non-prolifération nucléaire. Kim Il-sung sait pertinemment qu'il ne respecte pas le traité qu'il a signé, mais il est persuadé que ces installations militaires sont tellement bien cachées que l'AIEA ne se rendra compte de rien.
En mai 1992, une délégation de l'AIEA visite pour la première fois les installations nucléaires nord-coréennes. À la tête de cette délégation, le directeur de l'agence internationale, Hans Blix. Il est venu vérifier lui-même si cette centrale ne produisait bien que de l'électricité. Le site de Yangbyong est entouré par des murs en béton et des portails en fer. La technologie utilisée sur place est ancienne mais efficace. Ils ont de vieux équipements datant des années 50 et 60, c'est-à-dire de l'époque à laquelle ils se les sont procurés. Mais le réacteur lui-même et l'équipement pour fabriquer le matériau nucléaire, même s'ils ne passeraient jamais les standards de sécurité, sont très fonctionnels. Les ingénieurs nord-coréens sont fiers de présenter leur technologie nucléaire. Ils montrent à Hans Blix le noyau du réacteur, en activité depuis 6 ans. La visite se poursuit par la piscine de refroidissement. Malgré la vétusté du matériel, tout fonctionne parfaitement. Au terme de sa visite, Hans Blix n'en revient pas. Quand les experts repartent, les Nord-Coréens sont confiants. Ils ont réussi à dissimuler leur activité militaire. Une usine clandestine de retraitement des déchets qu'ils ont bien évidemment cachée aux inspecteurs. Avant de recevoir les inspecteurs en 1992, nous avions caché tous les équipements nucléaires. J'étais vice-président dans l'usine des traitements des déchets. On a couvert certaines parties de l'usine avec des plaques de plomb, parce que le plomb bloque la radioactivité, ce qui devait empêcher le groupe d'inspecteurs de la mesurer. Mais 2 mois plus tard, une nouvelle équipe d'inspecteurs de l'AIEA est envoyée sur place. Cette fois, pour faire des prélèvements et des analyses précises que les Nord-Coréens n'avaient pas prévues. En 1992, nous avions des nouveaux outils à l'AIEA. Cette nouvelle méthode de vérification était basée sur la collecte d'échantillons environnementaux. Avec du coton, nous avons prélevé la poussière déposée sur les surfaces. Elle contenait des particules infimes d'uranium et de plutonium. Je pense qu'ils ont été pris au dépourvu car nous utilisions ces nouvelles méthodes d'investigation. Ils n'étaient pas au courant. C'est là que les problèmes ont commencé. Et ces analyses révèlent que les Nord-Coréens retraitent en secret leurs déchets nucléaires. Une pratique totalement interdite. Si vous avez une usine de retraitement, c'est un signe que vous voulez du plutonium. Et pourquoi avez-vous besoin de plutonium pour faire des bombes? C'était très alarmant. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu d'autre choix que d'en parler au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Washington, ces révélations sont la preuve que les Nord-Coréens ont bien une usine clandestine à usage militaire. La CIA avait des doutes depuis des années. Dès 1986, les photos satellites montraient quelque chose qui ressemblait aux fondations d'une usine de retraitement. Vous pouviez voir des tranchées entre des sites qui n'avaient aucune raison d'être reliés. Vous pouviez aussi voir des citernes qui devaient servir à stocker les déchets. Washington pose alors des conditions. Les Nord-Coréens ne pourront plus manipuler leurs déchets nucléaires sans la présence d'agents de l'AIEA. S'ils retraitaient ce combustible pour faire du plutonium, ils en auraient eu suffisamment pour fabriquer 6 bombes.
Pour nous, c'était un problème très sérieux. Nous avions déjà informé les Nord-Coréens que s'ils commençaient à retraiter ce combustible, c'est-à-dire récupérer le plutonium, cela aurait de lourdes conséquences. Mais les Nord-Coréens n'écoutent pas ces injonctions et continuent le retraitement clandestin de leurs déchets nucléaires. En revanche, ils décident de ne plus se cacher. Au contraire, leur programme nucléaire va devenir leur arme de dissuasion. Nous les avons menacés de très lourdes sanctions s'ils poursuivaient. Ils nous ont répondu que si nous imposions des sanctions, ils considéreraient ça comme un acte de guerre. Des termes très explicites. Ils menaçaient de transformer Séoul en une mer de flammes. C'était une crise très sérieuse. C'était mon premier dossier en tant que secrétaire d'État à la Défense, la perspective d'une guerre. La situation entre les États-Unis et la Corée du Nord était dans une phase d'escalade rapide. Cela devenait hors de contrôle. Les provocations des Nord-Coréens semblent les mener tout droit vers une nouvelle guerre avec les États-Unis. C'est alors que l'ancien président Jimmy Carter propose ses services à la Maison-Blanche. Il veut se rendre à Pyongyang pour tenter d'ouvrir une négociation avec les dirigeants nord-coréens. Nous n'avions aucune discussion formelle, aucune ambassade à Pyongyang, aucun moyen de communiquer directement. Alors, le président a autorisé Carter à se rendre à Pyongyang pour discuter avec Kim Il-sung. Le président Clinton accepte de laisser Carter intervenir. Mais en parallèle, il lance les préparatifs d'une intervention militaire. Le 15 juin, Jimmy Carter et son épouse arrivent sur la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, la DMZ. Ils traversent la frontière à pied, entourés d'agents des services secrets. Une délégation de Pyongyang est venue les accueillir. C'est la première fois qu'un président américain foule le sol nord-coréen. Ces images de Carter traversant la DMZ, c'est un sentiment de fierté de se retrouver sur un pied d'égalité, d'avoir un président américain qui vient directement en Corée du Nord. Le lendemain, Jimmy Carter a un rendez-vous au palais présidentiel avec Kim Il-sung. La poignée de main est historique. À Pyongyang, ils prennent des repas ensemble, ils visitent la ville et les monuments. Mais Carter n'était pas venu visiter le pays avec les leaders nord-coréens. Ce qu'il voulait, c'était éviter une guerre. Il tentait de profiter de ces moments de socialisation pour trouver une solution au problème. Carter se plie au protocole. Mais il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour négocier. À 11 000 km de là, le président Clinton est sur le point de lancer une intervention militaire. Depuis le matin même, des préparatifs sont en cours à la Maison-Blanche. Et l'intervention est imminente. J'étais dans la salle de crise en train de briefer le président et toute l'équipe de la sécurité nationale. Nous n'avions aucun moyen d'évaluer ce que Kim Il-sung avait à l'esprit, mais nous pensions qu'il y avait une chance raisonnable qu'il mette ses menaces à exécution. Nous voulions vraiment que le président Carter parvienne à désamorcer la crise. Mais en même temps, nous ne pouvions pas être sûrs de son succès. Et nous avions besoin de prendre des mesures préventives. Nous devions donc être prêts avant d'imposer des sanctions. Et je suggérais d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Corée du Sud. Cela aurait été une manœuvre très importante et très provocante. Il y avait aussi l'option de détruire Yonbyon avant qu'ils soient en mesure de produire des bombes atomiques. Nous avions là une chance de stopper leur programme nucléaire avant qu'ils ne commencent sérieusement.
Parce que tout était sous nos yeux à Yongbyon. Le réacteur, les barres de combustible, tout était là-bas. Le président Clinton hésite. Toute action militaire entraînerait des représailles de la part des Nord-Coréens. Et les conséquences seraient dramatiques. L'inquiétude était bien sûr que les Nord-Coréens utilisent leurs pièces d'artillerie, cachées dans des souterrains le long de la zone démilitarisée, pour détruire Séoul, une ville de plus de 11 millions d'habitants, ce qui aurait causé d'énormes dégâts. Le général Locke estimait qu'une nouvelle guerre de Corée engendrerait 1 million de victimes et des dégâts matériels de plus d'1 milliard de dollars. Et c'est là que Jimmy Carter, d'une certaine manière, est tombé du ciel. Alors que le président Clinton est sur le point de prendre sa décision, on lui transmet un message urgent. L'ancien président Carter est en ligne. Nous étions en train de présenter les options au président quand un appel est arrivé de Pyongyang disant que les Nord-Coréens étaient prêts à discuter. Ils savaient que nous étions réunis et que c'était le bon moment pour faire passer leur message. Ce n'était pas possible que le timing soit une coïncidence. Notre meeting durait depuis 1 heure et l'appel arrive juste à ce moment-là. Le président m'a demandé de répondre à cet appel. Et donc je suis allé dans une pièce très petite, une sorte de cabine téléphonique, et j'ai eu une conversation avec l'ancien président Jimmy Carter. Il m'a décrit ce qu'il pensait avoir obtenu. Carter aurait obtenu de Kim Il-sung la promesse d'arrêter le retraitement des déchets nucléaires. Apparemment, tout ce que voulaient les Nord-Coréens, c'était ouvrir les négociations. Ils ont senti qu'ils pouvaient négocier un accord avec les Occidentaux et plus encore avec les Américains. Les États-Unis deviendraient ainsi leur parrain, leur protecteur. Il y avait une grande tension. D'abord l'interruption de la réunion par l'appel de Pyongyang, puis nos conditions stipulant que la Corée du Nord devait s'engager à arrêter le retraitement des déchets avant la fin de notre discussion. Et là, la réponse qui tombe enfin, c'est oui. Les Américains s'étaient approchés du précipice. Ils avaient entrevu le désastre qui s'annonçait s'ils allaient au bout de leur logique. Et Jimmy Carter nous a sauvés de nous-mêmes. La réunion fut levée, car l'idée d'envoyer 30 000 soldats à Séoul devenait obsolète. Kim Il-sung n'a pas du tout l'intention d'arrêter son programme. Mais en faisant de fausses promesses aux Américains, il a gagné du temps. En revanche, il a un autre problème à régler. Il vient de se rendre compte que son fils Kim Jong-il lui mentait sur la situation économique du pays. Malgré les différents trafics qu'il a mis en place depuis 20 ans, les caisses sont vides. Le vieux patriarche, obsédé par sa bombe, n'a rien vu venir. Kim Il-sung avait décidé de revenir aux affaires. Et là, il a découvert que l'économie nord-coréenne était en pleine débâcle. Il ne s'en était pas rendu compte jusqu'à présent. Kim Il-sung s'est rendu compte que beaucoup d'usines ne fonctionnaient pas normalement. Il y avait aussi un problème avec la distribution de nourriture dans le pays. Elle n'était plus assurée. Kim Il-sung était très déçu et désappointé. Kim Il-sung a licencié tous les hommes de Kim Jong-il. Il a repris les dossiers en main et voulait recevoir directement tous les rapports sur la Corée du Nord. À partir de là, la relation entre le père et le fils s'est fortement dégradée.
Ce jour-là, père et fils doivent s'expliquer au téléphone. Et la conversation va mal tourner. On prétend qu'il aurait un coup de colère, qu'il aurait diablement enguirlandé son fils, qu'il lui aurait menacé de lui retirer son pouvoir, et puis qu'il aurait eu un coup de sang et qu'il serait tombé. À 82 ans, en pleine dispute avec son fils, Kim Il-sung s'écroule, victime d'une crise cardiaque. Il disparaît. Épouvantable. Ça fait 50 ans qu'il est là. C'est un drame inimaginable pour la population qui au fond, n'a rien connu d'avant. Quelques jours plus tard, l'hommage rendu au dictateur est à la démesure du régime. Pendant 10 heures, le cortège mortuaire défile sur 40 km devant une foule immense. On l'a appris par les médias. Au début, on n'y croyait pas. Comment un dieu peut-il mourir? Un dieu ne meurt pas. Le peuple nord-coréen était abasourdi. Alors, les cadres supérieurs ont envoyé des femmes pour pleurer. Et quand elles se sont mises à sangloter, les gens ont eu de l'empathie. On est tous devenus tristes en voyant toutes ces femmes en larmes. Et on s'est mis à pleurer à notre tour. À l'annonce de sa mort, tout le monde a été choqué. J'étais bouleversé, comme si je perdais mon propre père. J'ai pleuré pendant plusieurs jours. Le corps de Kim Il-sung est embaumé, ça coûte des sommes astronomiques, hein. On parle de 10 millions de dollars, des choses folles, et exposé dans le palais qui est totalement réaménagé, avec des mesures absolument extraordinaires. Il faut faire la queue pendant des heures pour y entrer, il faut passer par des sas où on vous décontamine complètement, il ne faut qu'aucune poussière ne puisse entrer, on vous explique comment il faut vous tenir, vous pouvez regarder une demi-minute, enfin, et on passe devant le catafalque de Kim Il-sung. Kim Il-sung était comme le soleil pour le peuple. Mais lorsque le soleil a disparu soudainement, le monde est devenu sombre. Les Nord-Coréens étaient complètement désorientés. Kim Il-sung est mort. À 52 ans, son fils, Kim Jong-il, peut enfin officiellement accéder au pouvoir absolu. La population nord-coréenne ne l'avait pas beaucoup vu. Ils avaient entendu sa voix seulement pendant 12 secondes lors d'une parade militaire au début des années 90. C'était une sorte de figure mystérieuse qui prenait le pouvoir. Kim Jong-il, bien entendu, fait clairement comprendre que désormais, voilà, c'est lui qui est aux manettes, lui seul. Il est maintenant le nouveau Kim Il-sung. Avec la mort de Kim Il-sung, la communauté internationale s'interroge. Son successeur, Kim Jong-il, aura-t-il la même obsession nucléaire ou va-t-il au contraire respecter la promesse faite par son père à Jimmy Carter quelques mois plus tôt? Après des années de propagande anti-américaine, rien n'est moins sûr. En tout cas, sa priorité pour le moment, c'est de trouver un moyen pour relever son pays qui est en ruine. En 1994, Kim Jong-il hérite d'un pays qu'il a lui-même mis à genoux. Durant toutes ces années aux commandes, il a enrichi les hauts dignitaires et l'armée, mais il a considérablement appauvri sa population. Tout s'écroule l'année de son arrivée au pouvoir. En quelques mois, le pays est touché par une famine sans précédent. S'il y avait eu des marchés, les gens auraient pu survivre. Mais il n'y avait même plus de marché.
L'État était le seul pourvoyeur de nourriture pour le peuple nord-coréen. Les habitants n'imaginaient tout de même pas que le gouvernement pourrait les affamer. Alors ils attendaient les rations alimentaires. Et ils sont tous morts de faim à force d'attendre. Les enfants abandonnés, les morts de faim, tout est arrivé d'un seul coup, comme la guerre. Ce n'est pas apparu petit à petit. Ça a été un changement brutal dans le quotidien de la population. Les gens ont été plongés dans un état de panique face à ça. Il y avait énormément de cadavres. Des gens venaient les récupérer pour les enterrer. Dans les régions montagneuses, on offrait des repas pour ce travail. On les appelait les chariots 827. À l'été 1995, isolé et acculé, Kim Jong-il décide d'ouvrir pour la première fois son pays à l'aide internationale. Il n'a plus le choix, il doit laisser entrer des ONG étrangères pour éviter l'effondrement total de son régime. Un soir, on a reçu un message écrit par fax nous signifiant que les autorités de Corée du Nord nous invitaient à travailler chez elles. On était évidemment complètement abasourdis. Là, c'était la dernière des choses à laquelle on s'attendait, vu la réputation de fermeture absolue du régime nord-coréen. Nous savions que des enfants étaient en train de mourir de faim. La question était posée. Pouvions-nous laisser des enfants, des innocents mourir de faim? Nous avions l'obligation morale d'intervenir, quel que soit le régime. La Corée du Nord devient le pays le plus assisté au monde. Toutes les organisations humanitaires sont là. Une aide qui atteint des milliards de dollars. C'était des budgets énormes. La grosse masse, c'était du riz, évidemment. Des quantités absolument énormes, propres à fournir une béquille au régime de manière très nette. À ce moment-là, la Corée du Nord aurait pu s'effondrer. Les pressions sur le régime étaient incroyables. Mais ils ont reçu de l'aide extérieure, et ça les a sauvés sans aucun doute. Mais pendant que son pays agonise, le dictateur maintient sa famille dans l'opulence. Ses enfants ont grandi dans le plus grand secret, en particulier ses 3 fils, nés de relations extra-conjugales. Le petit dernier, Kim Jong-un, est l'enfant de sa 4e maîtresse. Dans les années 90, personne ne connaissait Kim Jong-un, y compris au sein du pouvoir. Personne ne savait qui il était. Son nom n'existait pas. Kim Jong-un n'avait le droit de rencontrer personne. On ne devait pas savoir qui était sa mère. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas la femme légitime. Elle ne pouvait pas apparaître. Personne ne pouvait rencontrer les membres cachés de la famille Kim. Les cadres et l'entourage familial n'osaient pas le traiter comme un enfant de son âge. Ils ne pouvaient pas être familiers avec lui parce qu'il était peut-être le prochain leader. Kim Jong-un avait une chambre immense pleine de jouets, mais il n'avait pas d'amis. Quand il allait à l'école, ses professeurs étaient terrorisés, comme dans ces films où l'enfant peut vous tuer d'un simple regard. Kim Jong-il s'est rendu compte que ce n'était pas très sain pour un enfant. Le dictateur décide alors d'envoyer Kim Jong-un étudier à l'étranger. Dans un pays où les secrets sont bien gardés, la Suisse. La Suisse étant considérée par beaucoup de monarchies absolues comme le nec plus ultra. C'est là qu'on a une bonne éducation, qu'on ne vous pose pas trop de questions. Il voulait laisser ses enfants vivre leur jeunesse comme les autres, qu'ils puissent avoir des amis, car c'est un âge où l'on ne discute pas encore de politique.
En 1995, Kim Jong-un est inscrit dans un collège privé à Berne, sous le nom de Pak-un. Il va suivre une scolarité normale. Kim Jong-un, à l'époque, il était très sportif. Il parlait pas mal le français, pas mal l'allemand, donc il se débrouillait bien en Suisse. Il ne voyait pas grand monde. Il était entouré de 2-3 autres Coréens qui avaient l'air très jeunes et qui prétendaient être des élèves alors qu'en fait c'était des gardes du corps. Les enfants pensaient qu'il était le fils d'un diplomate. Il était très introverti et il était loyal envers les quelques amis qu'il avait. Je pense qu'il voulait vraiment vivre une enfance normale, avec des relations normales. À 14 ans, Kim Jong-un semble heureux de vivre loin des tracas du palais. Car à 8000 km de là, son père se retrouve impliqué dans un scandale international. La situation dramatique en Corée du Nord, confrontée à une terrible famine. Après Médecins du Monde, c'est Médecins sans frontières qui a annoncé son départ du pays, exigeant davantage de transparence de la part des autorités. Certains parlent de 3 millions de victimes dans un pays où les informations sont très difficilement vérifiables. En octobre 1998, plusieurs ONG annoncent leur départ de Corée du Nord. Elles accusent le régime de Pyongyang de détourner toute l'aide humanitaire destinée à la population. On a décidé de partir parce qu'on a jugé nous-mêmes notre aide inefficace du point de vue des personnes qu'elle était censée servir. C'est-à-dire que les fameux malades en grande détresse, les fameux groupes de population en grande détresse, nous, on n'y avait pas vraiment accès. Les ressources que les organismes internationaux ont envoyées auraient dû être distribuées au peuple. Mais en fait, c'est la classe privilégiée, les militaires, la police, qui en ont eu tous les bénéfices. Grâce au détournement de l'aide humanitaire, Kim Jong-il parvient à maintenir son armée et par conséquent son régime. Mais cela au prix d'une famine qui a décimé en 3 ans plus de 10% de sa population. La communauté internationale pensait que le régime nord-coréen allait s'effondrer avec la chute de l'Union soviétique et que son programme nucléaire était sous contrôle grâce aux accords signés sous Bill Clinton. Mais les attentats de New York, le 11 septembre 2001, vont tout changer. Le nouveau président américain George W. Bush inscrit la Corée du Nord dans l'axe du mal aux côtés de l'Iran et de la Syrie, des pays susceptibles de fournir des armes de destruction massive aux terroristes. Les services secrets américains vont surtout découvrir que le régime de Pyongyang se porte à merveille grâce à un système de financement des plus inattendus. Le 20 mai 2003, de hauts fonctionnaires nord-coréens qui ont fui leur pays viennent témoigner devant le Sénat américain. À visage masqué, ils vont dévoiler les secrets les plus inavouables du régime de Kim Jong-il. North Korean regime has been very busy making and selling the illegal drugs to other countries in order to support the cash-strapped regime. North Korea must be the only country, as far as I can tell, on the entire globe to run a drug production trafficking business on a state level. C'étaient des défecteurs de haut niveau. Ils éclaircissaient les questions importantes. Comment un petit pays comme la Corée du Nord peut-il survivre et poursuivre son programme d'armement ? Ils racontent leur propre rôle au sein de ce crime organisé gouvernemental. Ils expliquent la collusion entre la Corée du Nord et les mafias étrangères. Effarés, les sénateurs américains découvrent l'existence du Bureau 39 et son implication dans le trafic de drogue international. Désormais, les méthamphétamines, des drogues de synthèse, ont remplacé la production d'héroïne des années 80. En 30 ans, entre la drogue et la contrebande, les trafics nord-coréens ont pris une ampleur inimaginable.
Ça représente des milliards, aucun doute là-dessus. Des milliards de dollars. On ne parle plus de millions, parce qu'il faut inclure les revenus de la drogue, de la contrebande de fausses cigarettes, les faux billets. 70 à 80% des devises récoltées par la Corée du Nord le sont de manière illégitime et illégale. Comparer la Corée du Nord à la mafia italienne est intéressant, mais on occulte la différence d'échelle. La mafia italienne, même à son pic d'activité dans les années 70-80, n'a jamais atteint le degré de sophistication, la taille et l'envergure mondiale du crime organisé nord-coréen. Nous prenions conscience que leur programme d'armement était en plein développement grâce aux revenus de ce genre d'activité. Les investigations américaines mettent aussi à jour des alliances inquiétantes. En février 2004, Abdul Qader Khan, le père de la bombe atomique pakistanaise, est arrêté par les autorités de son pays. Il reconnaît avoir vendu des centrifugeuses à la Corée du Nord, ces appareils qui permettent d'enrichir l'uranium pour fabriquer des bombes. Abdul Qader Khan avait aidé les Nord-Coréens à se préparer. Il leur a d'abord donné un kit de départ pour 2 douzaines de centrifugeuses de 2 types différents à la fin des années 90. Ensuite, il leur a appris à les faire fonctionner. Ils ont alors réussi à assembler toutes ces pièces et se sont mis à fabriquer eux-mêmes d'autres centrifugeuses. Les Nord-Coréens sont très bons techniquement. Le programme pouvait être mené dans une pièce de la taille de mon appartement. La recherche et le développement ne nécessitaient pas d'installation spécifique. Face à ces informations accablantes, l'administration Bush décide de frapper un grand coup. Si nous voulions stopper le programme nucléaire nord-coréen, nous devions bloquer l'argent. Le Trésor s'est rendu compte que la Corée du Nord utilisait une banque à l'étranger pour gérer ses activités illicites. Le 25 septembre 2005, le Trésor américain désigne la Banco Delta Asia comme complice des activités de blanchiment de Pyongyang. Tous les avoirs nord-coréens sont gelés. Quand on a imposé des sanctions à la banque, les Nord-Coréens ont commencé à hurler comme jamais. Il était clair que nous avions touché un point sensible de leur système, car la Banco Delta Asia était la banque principale pour leur transfert d'argent. Les autres banques ont commencé à se dire « Si les États-Unis me sanctionnent, je vais être associé à la Corée du Nord, et cela ne vaut pas le coup. » Nous avons ainsi pu les déconnecter du système bancaire international. Mais ces sanctions économiques ne vont pas affaiblir les Nord-Coréens. Au contraire. Le 9 octobre 2006, un communiqué de Pyongyang prend les Américains de court. La Corée du Nord vient de réussir son premier essai nucléaire. C'est un succès partiel seulement. Et la puissance explosive est faible, de l'ordre du pétillement. Mais c'était un choc. L'une des erreurs de l'administration Bush vis-à-vis de la Corée du Nord, c'est d'avoir laissé une menace identifiée, mise sous scellé et sous surveillance caméra, se concrétiser en quelques années et devenir une bombe nucléaire fonctionnelle. Il y a peu d'événements qui changent la manière dont un pays est perçu par les autres. Avec l'essai nucléaire de 2006, la Corée du Nord a changé radicalement de statut. C'est une démonstration de pouvoir. Ils montrent qu'ils ne vont pas se laisser faire et qu'ils ne reculeront pas sous la pression. Il y a eu une réelle inquiétude sur la réaction des États-Unis, car la Corée du Nord avait passé une véritable ligne rouge avec ce premier test nucléaire.
Et le président Bush venait tout juste d'envahir l'Irak et l'Afghanistan. Les États-Unis ont effectivement d'autres priorités. Empêtré dans plusieurs guerres au Moyen-Orient, George W. Bush ne veut pas d'un nouveau conflit armé. Il préfère opter pour la négociation. Bush avait été méprisant envers les Nord-Coréens, et il les détestait vraiment. Mais dès 2005, il savait qu'il avait pris de mauvaises décisions, en Afghanistan et en Irak. Et je pense qu'il mesurait aussi son erreur vis-à-vis de la Corée du Nord. C'est pourquoi il a réagi au test nucléaire en préconisant une solution négociée. Kim Jong-il a réussi son pari. Il détient désormais l'arme atomique et il inquiète fortement la communauté internationale. L'attaquer signifierait prendre le risque d'une riposte et d'une escalade terrible pour tous. Mais à 66 ans, le dictateur n'est pas au mieux de sa forme. À la fin des années 2000, la question de la continuité du régime se pose à nouveau. Kim Jong-il s'apprête à désigner celui qui prendra la suite de la dynastie. Rescapé d'une attaque cérébrale en 2008, il ne veut prendre aucun risque. Kim Jong-il souffrait de nombreux problèmes de santé. Cœur, rein, foie. Il avait de la tension artérielle et un surpoids. Comme son père avant lui, il a cherché son successeur parmi ses enfants. Logiquement, il aurait pu choisir son fils aîné, Kim Jong-nam. Mais il a trop mauvaise réputation. Il passe plus de temps en Chine qu'en Corée du Nord et ne semble pas avoir l'âme d'un dictateur. Ça ne va pas parce que le caractère ne colle pas. Kim Jong-un n'aime pas l'armée, ça l'ennuie. Pour un régime militariste, c'est quelque chose qui ne va pas. Il est trop curieux, il voyage beaucoup à l'étranger, il va notamment à Shanghai, il en revient enthousiaste. Quand Kim Jong-nam était encore au cœur du régime, il était favorable à des réformes économiques sur le modèle chinois. Et son père n'appréciait pas cela. Et progressivement, on voit une rupture entre le père et le fils, mais qui se fait par à-coups. Kim Jong-il a donc choisi un autre successeur, son dernier fils, Kim Jong-un, qui a terminé ses études en Suisse. Le 10 octobre 2010, lors du 65e anniversaire du parti, Kim Jong-un fait sa première apparition officielle aux côtés de son père. Il vient d'achever une formation militaire et possède un atout indéniable. Il a des traits de ressemblance avec le père fondateur, Kim Il-sung. Kim Jong-un, c'est le portrait craché de son grand-père. Il est grand comme lui, il est massif comme lui, et puis alors il adore l'armée, il est tout le temps fourré à l'armée, il adore crapahuter, il fait des exercices avec des soldats, il est extraordinairement populaire. Il est vraiment un militaire dans l'âme. Kim Jong-un est le portrait craché de son grand-père. Il a une grande volonté, il est déterminé et il a beaucoup d'ego. C'est comme dans le film hollywoodien Le Parrain. Marlon Brando a 3 fils. Le premier est un gros buveur et un coureur de jupons. Le second est un peu faiblard. Et le troisième est exactement comme son père. À partir de ce jour, l'ascension de Kim Jong-un va être fulgurante. Personne n'avait prévu cette apparition de Kim Jong-un. C'est pourquoi les médias et les experts du monde entier ont été surpris. C'était le fils de la maîtresse de Kim Jong-il. J'ai pensé que c'était vraiment dégoûtant. Ça n'avait pas de sens. Comment un pays avec un tel système héréditaire peut-il exister? J'étais sous le choc.
Pour que la succession se passe dans de bonnes conditions, le régime va alors étaler toute sa puissance, et notamment sa puissance nucléaire. Un mois après cette cérémonie, deux des meilleurs spécialistes mondiaux du nucléaire militaire sont invités en Corée du Nord. Le premier s'appelle Siegfried Ecker, ancien directeur d'un laboratoire de recherche américain sur les armes nucléaires. Le deuxième s'appelle Robert Carlin. C'est un ancien agent de la CIA. Ces deux experts indépendants vont pouvoir visiter Yongbyon, le site nucléaire nord-coréen, l'endroit le plus secret du pays. Ils nous ont conduits dans un grand bâtiment. Dans une pièce de contrôle, il y avait plusieurs techniciens en blanc avec des ordinateurs. Ils nous ont emmenés jusqu'à une fenêtre, et là, nous sommes restés sans voix. Ma bouche devait être grande ouverte. Je n'en croyais pas mes yeux. Devant nous se trouvaient environ 2000 centrifugeuses, d'après une estimation rapide. C'était une installation flambant neuve. Ils voulaient que nous voyions cela. C'était le but de notre visite. Ils voulaient que les Américains sachent. Les deux hommes sont clairement abasourdis. La vision de ces centrifugeuses ouvre des perspectives terrifiantes sur les capacités nucléaires de la Corée du Nord. Combien de centrifugeuses ont-ils? Combien d'uranium peuvent-ils vraiment fabriquer? Et la réponse est « nous ne savons pas ». D'après mes estimations, ils ont assez de plutonium et d'uranium enrichi pour fabriquer 20 à 25 bombes. Et ils ont la capacité de fabriquer une bombe toutes les 6 à 7 semaines. Une nouvelle bombe atomique, toutes les 6 semaines. La conclusion, c'est que les sanctions internationales n'ont eu aucun effet. Le bâtiment dans lequel se trouvaient les centrifugeuses avait été surveillé en permanence pendant des années. Et aucun service de renseignement, du peu que je sache, n'a vu arriver la moindre centrifugeuse dans ce bâtiment. Est-ce que cela signifie que nos services de renseignement ne sont pas bons? Non, cela veut seulement dire qu'on ne peut pas suivre une centrifugeuse. C'est juste trop facile à cacher. Quant au message politique, il est sans ambiguïté. Kim Jong-un, le troisième du nom, n'arrêtera pas le programme nucléaire initié par son père et par son grand-père. Les Nord-Coréens voulaient être prêts pour être en position de force quand l'héritier prendrait le pouvoir. Ils devaient être aussi forts que possible durant cette période où le monde extérieur les percevait comme faibles et vulnérables. Kim Jong-il meurt d'une crise cardiaque en décembre 2011. L'histoire se répète. Dès les funérailles, son successeur, Kim Jong-un, est mis en avant. C'est lui qui accompagne la dépouille du dictateur défunt devant une foule en pleine hystérie collective. On voit le jeune Kim Jong-un marcher tête nue, qui brave le froid devant le catafalque. On voit tout le peuple coréen bravant le froid à partir du moment où l'héritier, le jeune Kim Jong-un, marchait seul devant le cercueil, tête nue. Le peuple se devait de faire de même. Ce jour-là, une poignée d'hommes accompagne l'héritier autour du véhicule funéraire. C'est l'équipe de régence mise en place par Kim Jong-il pour encadrer son fils
durant ses premières années au pouvoir. À la différence de son père, qui avait été dans l'appareil du parti à partir de 1964, 30 ans avant d'hériter du pouvoir, Kim Jong-un avait eu très peu de temps pour apprendre à manipuler les différents échelons du pouvoir. Kim Jong-il a donc créé une sorte de réseau autour de lui pour assurer la survie de son fils. Derrière l'héritier, l'homme au manteau noir est le général Jang Son-taek. C'est son oncle, l'un des hommes les plus puissants du régime. Il était censé apporter toute sa connaissance d'un point de vue défense et militaire à Kim Jong-un. Jang Son-taek, c'est le régent qui supervise l'économie et les relations avec la Chine. C'est aussi lui qui explique la politique à Kim Jong-un. Tout le monde se demande alors quelle sera l'attitude de ce nouveau monarque nord-coréen. L'éducation suisse de Kim Jong-un a suscité beaucoup d'espoir aux États-Unis et dans le reste du monde. Beaucoup pensaient qu'elle le rendrait plus ouvert aux réformes. Nous ne savions rien de lui, mais comme il avait vécu à l'étranger, il allait peut-être changer de modèle économique. Et dès ses premières sorties publiques, Kim Jong-un envoie des signes de changement, comme la présence de son épouse à ses côtés. On a dit, tiens, voilà, comme ailleurs, comme en Occident, comme aux États-Unis, il y a une première dame. Ce jour-là, le couple est venu assister à un spectacle inspiré des personnages de Walt Disney, un symbole américain, jusque-là interdit à Pyongyang. C'est un peu gamin, c'est pas très recherché. Minnie, Donald, etc. qui dansent, c'est quand même faire un sacré pas de la part d'un régime qui maniait plutôt les accusations manichéennes par rapport à cette culture de pacotille américaine. Il a essayé d'envoyer un message. Si vous me reconnaissez en tant que leader d'une puissance nucléaire, alors je suis prêt à faire des concessions. Si vous garantissez la survie et la sécurité de mon régime, je ne me comporterai pas comme mon père. Mais sous ses airs inoffensifs, Kim Jong-un cache un autre visage, celui d'un dictateur encore plus violent et radical que ses prédécesseurs. Le 8 décembre 2013, en pleine réunion du parti, à la surprise générale, Kim Jong-un ordonne l'arrestation immédiate de son oncle, Jang Son-taek, le mentor que lui avait choisi son père. Jang contrôlait l'argent provenant du commerce extérieur. Et quand Kim Jong-un avait besoin de ses fonds, il devait passer par lui. Kim Jong-un n'avait pas le pouvoir absolu, et ça le mettait en rage. Pour évincer cet oncle qui a pris trop de pouvoir, Kim Jong-un l'accuse ni plus ni moins de trahison, de corruption et de libertinage. Une humiliation publique qui ne va pas s'arrêter là. Le fait d'avoir quelqu'un de la stature de Jang Son-taek sorti d'une réunion du bureau politique devant toute l'équipe dirigeante et devant le monde entier, puis exhibé lors du procès avec des bleus sur le visage, c'est un message très fort envoyé au cadre du régime. Ce message, c'est qu'il n'y a qu'un chef, et ce chef, c'est Kim Jong-un. Après un procès expéditif, Jang Son-taek sera exécuté. Une violence qui choque tout le monde, y compris en Corée du Nord. Je n'imaginais pas que Kim puisse tuer son oncle de cette manière. C'était choquant.
Parce qu'en Corée du Nord, les membres de la famille Kim ne se tuaient pas entre eux. Il y a toujours eu, bien sûr, des exécutions de hauts responsables, mais cela se faisait derrière les rideaux. Jamais comme ça, en public. Nous savions que ce n'était que le début, que des événements encore plus effrayants allaient arriver. Dans les mois qui suivent, Kim Jong-un fait éliminer sans ménagement tous les hauts dignitaires coréens et cadres du parti susceptibles de lui faire de l'ombre. Une purge sans précédent qui commence à inquiéter son puissant voisin chinois. Jusque-là, la Chine avait toujours soutenu le régime des Kim. La Corée du Nord lui sert de rempart contre la présence américaine en Corée du Sud. Mais Kim Jong-un s'avérant incontrôlable, Pékin aurait envisagé de l'écarter du pouvoir. La Chine était favorable à un changement de régime en Corée du Nord. Une opération chirurgicale de remplacement de Kim Jong-un qui arrangerait à la fois les États-Unis et la Corée du Sud. L'un des remplaçants potentiels pourrait être Kim Jong-nam, son frère aîné, celui dont leur père ne voulait pas comme successeur. Il vit sous protection chinoise depuis plusieurs années. Ce jour-là, il est à l'aéroport de Kuala Lumpur, de retour d'un voyage en Malaisie. Un an plus tôt, des réfugiés politiques en exil ont demandé à Kim Jong-nam de devenir le chef d'un gouvernement dissident. Il a refusé. Le gouvernement nord-coréen lui a immédiatement ordonné de rentrer. Là encore, Kim Jong-nam a refusé. Kim Jong-nam a le profil idéal, à la fois proche de Pékin et membre de la dynastie nord-coréenne. Sa nomination permettrait à la Chine de prendre la main sans déstabiliser le régime. Mais il ne rentrera jamais de ce voyage en Malaisie. On voit Kim Jong-nam, un homme d'affaires, marcher tranquillement, sans escorte, sans garde du corps, et être brusquement rejoint par deux femmes qui lui plaquent les mains sur le visage avant de disparaître. La scène, filmée par les caméras de l'aéroport, n'a duré que quelques secondes. Après lui avoir aspergé le visage de liquide, les deux femmes se fondent dans la foule. Kim Jong-nam, interloqué, ne réagit pas. Mais quelques minutes plus tard, il fait un malaise et s'évanouit. On a appris très vite qu'il avait été à bout de souffle et qu'il avait été à la clinique où il serait mort peu après. Alors l'assassinat a été mis en scène de façon spectaculaire et c'est très mystérieux. La sophistication de l'opération, l'acquisition du matériel, le mode opératoire et l'étendue du réseau nécessaire sont autant d'indices qui pointent l'implication d'un État. Les autorités malaisiennes retrouvent la trace d'un puissant agent neurotoxique sur le visage de la victime. Les Nord-Coréens démentent toute implication dans cet assassinat. Mais la méthode utilisée fait d'eux les principaux suspects. Le gouvernement nord-coréen a une très longue histoire d'opérations de renseignement très audacieuses. Ils ont des commandos spécialisés dans les assassinats ciblés. Ils sont parmi les meilleurs du monde. Le message derrière cet assassinat, c'est « Les gars, vous devrez faire avec moi d'une manière ou d'une autre ». En quelques années, Kim Jong-un a donc éliminé tous ceux qui pouvaient menacer son pouvoir à l'intérieur du pays. Et pour se faire respecter par la communauté internationale,
Il mise sur sa puissance nucléaire. Il va en faire un spectacle. Chaque tir de missile, chaque essai de bombe atomique sera mis en scène pour susciter la peur. Sous Kim Jong-un, il y a une tendance au durcissement des positions. Des démonstrations de force permanentes, de plus en plus extrêmes à chaque fois. Il va de plus en plus loin dans la spirale. Le nombre d'essais, à la fois balistiques et nucléaires, sous le règne du jeune dirigeant, a été multiplié par 2 ou 3. Le nucléaire et les missiles sont aussi là pour montrer que le régime va survivre et que tout le monde a intérêt à l'accepter. Nous sommes à un moment critique où rien ne semble freiner la détermination des Nord-Coréens à développer la capacité de nous frapper. Cela place les États-Unis devant des choix très difficiles. En juillet 2017, Kim Jong-un assiste au lancement d'un nouveau missile intercontinental. Le jeune dictateur vient de réaliser le rêve de son grand-père, placer les États-Unis à portée de tir. On estime que la projection raisonnable, c'est de l'ordre de 10 000 km, à savoir qu'une partie du territoire américain est déjà accessible, la côte ouest, peut-être la côte est également. Reste à savoir si la Corée du Nord a déjà atteint ou s'apprête à atteindre le Graal, l'objectif ultime, à savoir placer une arme nucléaire opérationnelle sur un engin balistique qui peut avoir une portée intercontinentale qui peut aller jusqu'au territoire américain. Sont-ils déjà parvenus à cet objectif? Ça n'est pas certain, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'en sont pas loin. Les États-Unis sont maintenant à portée théorique des missiles nord-coréens. Une situation qui fait bondir le nouveau président américain, Donald Trump. À chaque provocation de Kim Jong-un, il réagit violemment. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Il y a une seule personne dans le monde actuel qui soit plus imprévisible que Kim Jong-un. C'est Donald Trump. Il n'y a aucun moyen de prévoir ce qui peut se passer. Le risque d'une escalade incontrôlée ou d'un incident mal maîtrisé est encore plus fort aujourd'hui entre la Corée du Nord et les États-Unis que c'était le cas pendant la guerre froide entre Moscou et Washington. Les spécialistes du dossier nord-coréen sont à bout. La situation s'est tellement détériorée que le désastre semble inévitable. On ne sait plus quoi faire avec la Corée du Nord. On a tout essayé. C'est bientôt le moment de vérité. Une guerre conventionnelle serait dévastatrice. Mais s'il y a une escalade nucléaire, les conséquences seront inimaginables.